Bonjour à tous et bienvenue pour cette 12e émission de l'année qui sera brève mais riche en surprises et en bons titres. Nous commencerons avec le plat du jour avec Sous haute dépendance que je présenterai moi-même, puis nous enchaînerons avec le réchauffé de Julien pour En fuite de Thierry Robrecht et nous finirons avec Tristan pour la rubrique des bulles avec un nouveau point de vue sur la Seconde Guerre mondiale. Commençons en beauté avec le plat du jour que je vais vous présenter moi-même. Sous haute dépendance est un livre de Ursula Poznanski édité chez Bayard en France. Dans sa langue d'origine, le livre se nomme en fait Erebos, ayant donc un lien direct avec le reste du livre. Ce livre mêle différents genres comme la tranche de vie, l'addiction aux jeux vidéo et on retrouve de nombreuses références au monde réel. Vous vous posez très certainement la question, mais de quoi parle ce livre? Je vous le raconte de ce pas. Nick est un lycéen de niveau moyen vivant dans un appartement avec ses deux parents. Pour l'instant, il n'a que deux choses en tête, le basket et le groupe de musique Elf Roseover dont il a prévu d'aller au concert avec son frère. Ce jour-là, il attend son meilleur ami pour se rendre à leur entraînement de basket, mais celui-ci ne vient pas et le lendemain, il s'excuse à peine. Nick le voit même aller parler à deux garçons surnommés les Sœurs Popote qu'il considère comme des ringards. Peu après, il voit Colin donner un CD à un élève. Depuis quelque temps, ce mystérieux objet circule dans le lycée et des choses étranges ont lieu telles que l'arrivée de la police qui vient au bahut pour un vol d'ordinateur. Quelques jours après, Brian, une fille, lui donne cet objet et il comprend alors qu'il s'agit d'un jeu nommé Erebos. Mais avant de pouvoir y jouer, il doit accepter un certain nombre de règles parfois étranges. Après une installation très longue, il entre dans ce monde et y rencontre un homme qui est mort, qui le met en garde contre le messager aux yeux jaunes. Mais tout dans ce jeu est fait pour vous rendre accro. Des graphismes éblouissants, un codage de très grande qualité et des combats épiques. Il se crée donc un avatar, un elfe noir du nom de Sarius. Mais Nick se pose énormément de questions. Comment le jeu peut-il répondre aux interrogations du joueur avec autant de précision et de façon si cohérente? Cette question n'est pas la plus grande car Nick découvre que pour passer des niveaux, il faut que le jeu l'estime prêt. Pour être prêt, il doit réaliser des missions dans le monde réel. Et sa première mission est de déplacer une boîte en métal sur laquelle est inscrite sa date de naissance et le nom Galaris. Que signifie l'inscription sur cette boîte? Que contient-elle réellement? Mais surtout, qui se cache derrière le jeu? Et que veut cette personne? Pour le savoir, il ne vous reste plus qu'à découvrir ce livre. Mais qu'en ai-je pensé personnellement? D'après moi, le livre Sous haute dépendance est tout à fait excellent de par l'originalité de son scénario, le suspense distillé jusqu'au bout et l'imprévisibilité de la fin. En effet, on retrouve dans ce livre une vraie originalité très loin de la fièvre des Twilight et les innombrables dystopies copiant Hunger Games. On est donc projeté dans un univers bien particulier, celui du jeu vidéo mêlé au genre tranche de vie, car le sujet est bien entendu la passion, l'addiction aux jeux vidéo. En effet, les lycéens qui se lancent dans ce monde d'Erebos ne peuvent plus s'arrêter. Si leur personnage meurt dans le jeu, c'est définitif, et donc certains sont complètement bouleversés et ont du mal à s'en remettre. Pourtant, le livre n'est pas du tout moralisateur. Il parle plutôt de la manipulation des adolescents par des personnes mal intentionnées. Un autre point positif, ce sont les nombreux passages se déroulant dans le jeu lui-même, qui rappelleront aux amateurs leur MMORPG préféré, où le seul objectif est de monter en niveau. Le livre ne m'a pas beaucoup captivé sur les 50 premières pages, l'histoire mettant un peu de temps à se lancer. Puis, en creusant un peu, on est transporté et on lit d'une traite les 200 pages suivantes sans problème. Ensuite, les personnages sont faciles d'accès. On s'identifie rapidement à eux, notamment à Nick, un adolescent plutôt normal. En fait, on reconnaît des étudiants ordinaires dans un lycée ordinaire. Chaque élève a une personnalité bien particulière et l'auteur en souligne les traits tels que Jamie, le meilleur ami de Nick, qui va se battre jusqu'au bout contre le jeu et finira gravement blessé. Pour terminer, l'intrigue est formidable. Du début jusqu'à la fin, on se sent piégé par le livre. On est comme ces lycéens complètement accros au jeu. Le lecteur ne peut plus lâcher ce livre. On est en plein thriller informatique. À chaque fois, on croit être sur une piste sûre quant à l'identité du créateur du jeu, mais à chaque fois, l'auteur crée un renversement de situation qui nous perd totalement dans notre réflexion. Le bémol de ce livre est aussi un de ses bons points, c'est sa rapidité de lecture. On aimerait bien que l'auteur ait écrit 200 pages de plus pour en profiter quelques heures supplémentaires. Je conseille donc ce livre qui est vraiment un excellent divertissement. Salut Julien, aujourd'hui un livre bien particulier pour le réchauffer, dis-nous en plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le roman En fuite de Thierry Robrecht. Nous l'avions rencontré au Salon du Polar où son roman Terminal Terminus était sélectionné en 2011. Comme pour ce dernier titre, En fuite est publié par Cyrose dans la collection Rat Noir.
Quelle est l'histoire de ce livre? Cela fait déjà 8 ans que Mathieu, 17 ans, et que sa sœur Lucille, 9 ans, n'ont pas vu leur mère. 8 ans qu'ils n'avaient pas entendu sa voix. Kidnappés par leur père suite à un divorce douloureux, ils vivent dans une cabane en bois et se nourrissent grâce au petit boulot de leur père, qu'ils trouvent grâce à un réseau d'amis. En effet, leur père, ayant fait de la prison pour une histoire de violence contre les fonctionnaires de police, n'a plus le droit de voir ses enfants qu'un week-end sur 2. Ne supportant plus cette situation, il décide d'enlever ses 2 enfants. Une nuit, leur père les réveille et leur annonce qu'ils doivent expressément partir. Ce n'était pas la première fois qu'ils partent aussi précipitamment à cause d'un détective qui les a une nouvelle fois retrouvés et qui les poursuit pour le compte de sa mère. Ils quittent donc les Pyrénées où leur père est hébergé. Et c'est reparti pour un nouvel habitat, une nouvelle région, une nouvelle vie. Grâce au réseau de leur père, et après avoir changé de voiture, la famille, en chemin, vit quelques jours dans une caravane abandonnée. Puis elle part dans le Jura où des fermiers, la famille Worms, donnent un travail au père et un logement que les enfants remettent en état. Ils font alors la rencontre de jumeaux louches qui sont neveux des fermiers. C'est alors que leur père part toutes les nuits. Qui sont ces mystérieux jumeaux? Que fait leur père la nuit? Mathieu et Lucille vont-ils revoir leur mère? Donne-nous plus précisément ton avis. J'ai trouvé intéressant En fuite de Thierry Obrecht, qui est un polar bien construit sur un sujet de société. Tout d'abord, j'ai apprécié le mélange de genres vraiment réussi. La première partie du roman s'attache à une histoire de famille qui devient de plus en plus commune, le kidnapping des enfants suite à un divorce difficile. L'actualité récente a prouvé la réalité de cette question. Les pères sont rarement les parents qui conservent la garde de leurs enfants après une séparation. À côté de cet aspect tranche de vie, on est face à un vrai roman policier. En effet, les enfants et leurs pères sont poursuivis par un détective et la police. De plus, l'arrivée dans le Jura et les 2 jumeaux louches nous entraînent dans un roman encore plus noir, proche du polar. Ensuite, le lecteur est partagé dans ses sentiments sur le comportement du père. On trouve injuste qu'il n'ait pas la garde de ses enfants qu'une fois tous les 2 week-ends. On a du mal à lui en vouloir pour ce comportement car la justice n'a pas joué un rôle impartial. Mais enlever les enfants à leur mère semble tout à fait injustifiable. Les enfants évoluent depuis 8 ans en dehors de la société. Ils ne rencontrent presque plus personne, ne vont plus à l'école. Une situation triste, mais pourtant si commune. Enfin, le personnage de Mathieu est le plus intéressant du livre. On découvre un fils soucieux de l'avenir incertain de son père après cet enlèvement, qui l'enverra obligatoirement en prison. Il lui est donc impossible de le dénoncer à la police et encore moins de s'échapper. Mais aussi, Mathieu est un frère qui se dévoue pour sa sœur. Il vole des objets pour tenter de lui faire plaisir. En effet, elle a été enlevée alors qu'elle n'était encore que bébé, et donc n'a aucun souvenir de sa mère. Elle regarde donc la seule photo que détient Mathieu. Mais surtout, celui-ci est avant tout un enfant en manque de mère. On peut tout de même faire quelques reproches au roman. Ainsi, le dénouement arrive un peu trop rapidement. On aurait aussi aimé en savoir un peu plus sur les sentiments du père par rapport à l'enlèvement de ses enfants. En effet, la narration est toujours du point de vue de Mathieu. En conclusion, Thierry Obrecht nous séduit avec ce roman passionnant et fort en sentiments, comme il l'avait déjà fait avec Terminal Terminus, qui traite du deuil après la mort d'un frère, mais toujours avec un aspect très polar. Le JT touche à sa fin, mais avant, c'est au tour de Tristan de nous présenter une nouvelle version de la Seconde Guerre mondiale en BD. World War 2.2 est une BD parlant de la Seconde Guerre mondiale. Les faits évoqués y sont faux, d'où le titre 2.2 qui fait penser à un logiciel dans sa deuxième version. La BD a été écrite par Chauvel, Boivin et Egnaut. La série est publiée par Dargaud. Pour l'instant, les 3 premiers tomes sont sortis et le 4e sortira en mars 2013. Elle devrait en compter 7 au total. Mais que raconte cette bande dessinée? Dans le premier tome, on apprend que Hitler s'est fait tuer en 1939 lors d'un attentat terroriste, ce qui a pour effet de déclencher la guerre entre l'Allemagne et la France. Les différents généraux alliés, notamment Churchill et De Gaulle, discutent de la stratégie à mettre en place après l'avancée de l'armée allemande dans le nord de la France. N'ayant plus de défense près de Paris,
De Gaulle et ses généraux décident d'abandonner Paris. En effet, ils veulent se servir de la capitale de la France pour attirer les Allemands. À l'intérieur de Paris, les forces françaises encore présentes s'organisent. Ils ont fait partir les civils pour les protéger et ont pris leur aise dans la capitale. Le héros, Ferdinand Meunier, un instituteur, est le sergent d'une brigade de soldats français, dont la plupart ont fait la Première Guerre mondiale. La vie dans Paris est bien difficile. Il fait chaud et les soldats se battent entre eux. Et les Allemands vont bientôt arriver pour envahir la capitale, ce qui a pour effet de faire encore plus peur aux soldats. Dans la deuxième BD, cette fois, l'action se déroule en Espagne, au détroit de Gibraltar. Les Allemands ont convaincu les Espagnols de se joindre à leur cause, ce qui ne satisfait pas la population. Le but des Allemands, se servir des forces espagnoles pour envahir le nord de l'Afrique et le Portugal, mais avant tout prendre le détroit de Gibraltar et ainsi fermer la mer Méditerranée. Le héros, Erich Kleiber, est un capitaine allemand qui a gravi les échelons grâce à une mission en Pologne. N'étant pas habitué à ce nouveau statut, il se comporte comme un simple soldat, ce qui a pour effet d'énerver ses supérieurs. Ce capitaine est aussi bon envers la population espagnole. Il donne à manger aux enfants pauvres et fait en sorte que son unité se comporte correctement avec les habitants. Mais les Espagnols n'acceptent pas la présence allemande sur les territoires et font différents attentats. Les Allemands préparent l'opération Félix pour prendre Gibraltar, mais en secret, Erich enquête sur de possibles trahisons des généraux allemands qui voudraient faire échouer ce plan d'invasion. Enfin, dans le troisième volume, les Anglais ont trouvé la fréquence de communication allemand-Russie, ce qui leur permet d'écouter toutes leurs conversations. Un soir, les Anglais reçoivent un signal. Les avions allemands vont attaquer Coventry, une ville anglaise. Churchill décide de ne pas prévenir la population, car sinon, ils perdraient leurs moyens d'espionnage sur la Russie. Les États-Unis ne sont pas encore rentrés en guerre, et pour y remédier, Churchill décide d'engager X, un espion anglais, pour recruter un soldat russe capable d'assassiner Roosevelt, le président des États-Unis d'Amérique. Mais X veut se venger de Churchill, car sa fille s'est fait tuer par les bombardements allemands. Il décide alors de partir en Russie pour donner des codes secrets au service russe. As-tu vraiment apprécié la série World War 2.2 ? J'ai vraiment adoré la série World War 2.2. Bien que ces BD donnent des informations inexactes en termes historiques, je les trouve très intéressantes pour les raisons suivantes. D'abord, le genre de l'Uchronie est tout à fait passionnant. Ainsi, quand un événement, ici la mort d'Hitler en 1939, modifie l'histoire avec un grand H. Le scénario est très bien expliqué. L'histoire de cette guerre mondiale est fictive, mais on y comprend très vite l'histoire. Les personnages historiques y sont très bien représentés, comme Hitler, De Gaulle, Churchill, etc. Les stratégies utilisées par les pays y sont aussi très bien expliquées, comme celle de la bataille de Paris. Puis, grâce à de nombreuses explications, on comprend très vite pourquoi certains pays se font la guerre, comme le Japon et la Russie, alors que normalement il n'y a eu aucun combat entre ces deux pays lors de la Seconde Guerre mondiale. Chaque tome parle d'un nouveau personnage qui peut être allemand, français ou anglais. La vue des différents avis de chacun de ces personnages est intéressant, car on comprend les motifs de cette nouvelle guerre. Ensuite, chacun des personnages est important pour le scénario, car comme je le disais précédemment, ils apportent un avis de cette guerre. Chacun est différent de caractère. Le français Ferdinand Meunier est quelqu'un d'amoureux. En effet, la narration lors de la bataille de Paris est faite par lettre qu'il envoie à une certaine Angèle. Il tient donc à sa vie pour revoir celle qu'il aime. L'Allemand Erich Kleiber est un homme sympathique et généreux. Il n'hésite pas à donner à manger aux enfants qui volaient de la nourriture. Ce caractère est intéressant, car ce n'est pas la vision habituelle que l'on a des Allemands, même si on découvre à la fin comment il est monté rapidement en grade. Selon lui, les personnes mauvaises sont les grands généraux et les SS. L'Anglais X est un homme froid et rancunier. En effet, il n'hésite pas à trahir son pays pour venger sa fille qui était la seule personne qui comptait à ses yeux. Cet homme est aussi étrange, car on ne sait rien de lui. Il faut là attendre aussi la fin du volume pour en savoir plus sur lui. Enfin, cette BD possède des dessins de grande qualité. Ceux-ci sont accompagnés par une mise en page réussie. Ainsi, la scène où on découvre la mort d'Hitler, dans les premières pages du tome, mêle l'interrogatoire du coupable, des lettres tapées à la machine à écrire et des plans nous amenant petit à petit sur le cercueil d'Hitler. Cette scène est tout simplement parfaite. On différencie bien les soldats grâce à leur uniforme et à leur couleur. Les batailles sont aussi très intenses, représentant parfaitement ce qu'est la guerre. En effet, les nombreuses scènes d'action apportent un vrai plus à l'ensemble. Enfin, les personnages sont vraiment bien représentés, tous avec des physiques différents. En conclusion, cette BD m'a vraiment plu pour son scénario, ses dessins et cette histoire alternative. Il ne reste plus qu'à attendre le tome 4 qui se déroulera en Angleterre, à Blackpool, en 1942. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez Tristan qui vous présentera l'émission la semaine prochaine, si je ne l'ai pas assassiné d'ici là. Au menu, que des bonnes choses, le nouveau titre de Jean-Claude Mourleva, un manga de science-fiction et notre service express de février. A bientôt les croque-lecteurs, on se retrouve au mois de mars pour le salon du livre.
nous enchaînerons avec le réchauffé de Julien pour En fuite de Thierry Pardon. Le JT, tout ça, la semaine prochaine. Vous retrouverez Tristan qui vous présentera l'émission la semaine prochaine si je ne l'ai pas assigné. Ah, c'est génial. Super bien. En conclusion, cette BD m'a vraiment plu pour son scénario, ses dessins et cette histoire alternative. En conclusion, cette BD m'a vraiment plu pour son... Yes. Au revoir.